C'est ce qu'a dit l'Assemblée nationale il y a moins d'1 an, quand ils ont massacré la loi sur la transparence. Ils ont dit exactement la même chose. Non, il n'y aura pas de transparence en France. Et le problème, c'est qu'on arrive sur des problématiques à la Snowden, c'est-à-dire que petit à petit, malgré tout, la transparence, il y a un déterminisme technologique qui fait qu'elle sera imposée. Et donc, on va arriver vers une défiance absolue des populations civiles vis-à-vis des institutions politiques. Et donc, passer à autre chose que la démocratie. De façon claire, nette, sans bavure. Ce jour-là, on a face à nous la pire dictature que l'humanité ait jamais mis en place. Alors, je m'appelle Fabrice Epelvoin, je fais plein de choses dans la vie, je suis journaliste, je suis entrepreneur et j'enseigne à Sciences Po et j'enseigne deux sujets principaux. L'un qui, probablement ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'impact des technologies de surveillance sur les gouvernances humaines, et l'autre qui est la guerre informationnelle, la façon dont on peut se mener des guerres entre entités, que ce soit des États contre des petits groupes ou des groupes entre eux, en utilisant l'information sur Internet. Mon parcours pour accéder aux informations que je donne dans mes conférences, il tient essentiellement à mon activité de journaliste. Ça fait maintenant 5 ans que je mène des investigations, pas seul, je fais partie d'un gros team de journalistes qui mêle des journalistes traditionnels qui sont quand même très très compétents techniquement, et puis des hackers. Et ce petit groupe a mené toutes les investigations qui, bien avant les révélations d'Edward Snowden, ont démontré l'utilisation massive de technologies de surveillance. Donc ils sont derrière l'affaire Amesis. L'affaire Amesis, c'est l'affaire Takedin, c'est juste la version technologique de l'affaire Takedin. L'affaire Cosmos, l'affaire Microsoft en Tunisie, l'affaire Blue Coat en Syrie et en Iran, et d'une façon générale, toutes les autres affaires qui se sont enchaînées, qui ont montré que le continent africain, le Moyen-Orient, était massivement équipé, en grande partie par la France, de technologies de surveillance. La façon dont les gouvernances, la plus connue étant celle de Kadhafi, avaient radicalement changé à travers l'utilisation de ces technologies-là, et la façon dont ces technologies avaient été finalement bêta-testées dans ces pays-là, de façon à être ensuite mis en place dans les grandes démocraties occidentales. Et on en est à peu près là aujourd'hui, on est en 2014, au début 2014, donc on en est à l'installation en masse de technologies de surveillance dans les démocraties occidentales. Ça consiste à rééquilibrer un gros déséquilibre dans les cartes du pouvoir qui est engendré par les technologies sociales, c'est-à-dire des choses comme Facebook et Twitter qu'on utilise tous au quotidien, et qui ont engendré un profond déséquilibre dans la répartition du pouvoir. On sort d'un monde dans lequel le pouvoir était aux puissants, les puissants étaient en haut de la pyramide, et on rentre dans un monde de réseau. C'est-à-dire que le réseau, qui est une forme sociale qui a toujours existé, n'était pas vraiment apte, jusqu'à récemment, à se saisir du pouvoir. Et finalement, si on regarde l'histoire de l'humanité, sur ce dernier millénaire, voire les 2 derniers millénaires, voire même bien avant encore, la forme d'organisation humaine qui était apte à se saisir du pouvoir politique, et par extension du pouvoir économique, c'était la pyramide, c'est-à-dire une structure hiérarchique avec un chef en haut et des sous-chefs et tout un système de commandement qui était totalement centralisé. Ce qu'a apporté Internet et son usage dans le social, c'est-à-dire les médias sociaux, ou plus exactement les réseaux sociaux, c'est une décentralisation et donc la possibilité pour des organisations de type réseau à se saisir de ce même pouvoir économique et politique, à tirer de la valeur de l'information qui circule dans ces systèmes-là, parce que la base, l'outil de base pour le pouvoir, c'est l'information, dans un système pyramidal comme dans un système de réseau. Et aujourd'hui, ça a engendré un énorme décalage de pouvoir, une redistribution de pouvoir vers les systèmes en réseau. Donc très concrètement, les technologies de surveillance, leur but, c'est de rééquilibrer, ou plus exactement de refaire venir le pouvoir vers les systèmes en pyramide, et d'offrir aux systèmes en pyramide un surplus de pouvoir face à cette menace que représentent les systèmes en réseau. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que sur la petite histoire de l'arrivée des technologies de surveillance modernes, parce qu'il y a eu d'autres technologies de surveillance avant, mais c'est assez récent, le fait de pouvoir espionner une population tout entière, dans la totalité de chacun de ces individus, c'est très récent, même la Stasi ne pouvait pas rêver de faire un truc pareil. Et cette histoire est vraiment récente. L'étincelle en France a été déclenchée par Nicolas Sarkozy, et ensuite le relais a été pris par François Hollande, en termes de grande stratégie organisatrice, planificatrice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est très nettement aggravé
depuis que les socialistes sont au pouvoir en France. Et on voit très clairement une volonté du pouvoir socialiste à tous les niveaux. Je ne parle pas juste de quelques-uns qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, mais également des députés et d'une façon générale de la plupart des militants. Au contraire, de recentraliser le pouvoir, de remettre un État fort, c'est-à-dire de rebasculer vers la pyramide. Et ils cèdent des technologies de surveillance pour ça. Typiquement, la loi de programmation militaire qui a été votée par l'ensemble des députés socialistes, avec le blanc-seing des députés de la gauche, est une véritable loi martiale et très clairement les prémices d'une dictature qui nous attend. Alors qui ne sera pas, soyons clairs, Big Brother, qui sera quelque chose de plus subtil, mais qui sera en rien une démocratie. Et de toute façon, si vous regardez le langage des politiques aujourd'hui, ils sont très très peu à parler de démocratie, on parle de république. Je vous invite à regarder la définition d'une république et d'une démocratie, c'est pas la même chose. On est en république, on n'est pas en démocratie. C'est assez récent d'ailleurs, on en parlait encore de démocratie un peu avant, mais c'est vrai que si vous dites oui, ces derniers temps, on dit république. On se dit républicain, on défend la République, on promeut la République, mais plus personne ne défend la démocratie, et pour cause, ils ne sont pas dupes. N'importe quel abruti peut très bien voir quels sont typiquement les votes au premier tour à n'importe quelle élection parlementaire et le résultat que ça donne en termes de représentativité. Il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas de démocratie. Il y a un système assez complexe au final, surtout si on est sur le parlementaire avec le découpage ou charcutage électoral, qui n'est en rien représentatif, qui permet en fait d'asseoir un partage entre deux clans qui vont se partager un gâteau. Et le problème qu'ont ces deux clans aujourd'hui, c'est que si on regarde ce qu'elle représente réellement, c'est une minorité de la population française. Donc il y a une crise démocratique qui est masquée par une mise en avant de la République. On est toujours dans une République, mais il ne faut pas perdre de vue que Ben Ali c'était une République. Sans l'ombre d'un doute, les gens votaient sans arrêt en Tunisie. Et on continuera de voter, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va continuer à voter. Et quand bien même on voterait quelque chose qui ne plairait pas, on l'a vu avec Maastricht, ça ne change pas grand chose au final. L'un des problèmes abordés, c'est le rapport entre l'homme et la machine. Comment dans ces technologies de surveillance, quelle place on va accorder à l'homme. Ce qui revient sur le problème Snowden. Snowden, c'est un homme, Bradley Manning aussi, mais la différence entre Snowden et Bradley Manning, c'est que Snowden était un homme qui apportait de l'intelligence au traitement de toute cette information. Bradley Manning, c'était un pion qui était là pour serrer les boulons. Et on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que d'un côté, on a un rapport où la machine est autonome, éventuellement avec des gens pour serrer les boulons, mais laissé tout seul. Et de l'autre côté, on a un tandem entre un homme intelligent et une machine intelligente qui ensemble vont faire des choses. Et de ça découlent deux approches des technologies. On a par exemple des technologies comme Palantir qui servent à traiter de la big data et à explorer, à faire des investigations dans des masses de données qui sont inimaginables pour l'être humain, totalement inimaginables. On va par exemple prendre toutes les transactions financières qui ont été faites sur le sol américain entre 2001 et 2008 et comprendre la crise des subprimes. Donc ça représente des milliards de données, des milliards de données. Et là-dedans, on va, à force de les manipuler, de les agencer, évidemment sous une forme graphique, on ne peut plus manipuler les chiffres en tant que tels, il y en a trop. On va commencer petit à petit à explorer des pistes et petit à petit à trouver des occurrences, à trouver des choses qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces flux d'informations dans tous les sens, qui sont en l'occurrence de l'argent, mais ça pourrait être autre chose, de façon à comprendre la crise des subprimes. On peut comprendre tout un tas d'autres choses dans ce genre-là. Il y a un autre exemple que je donne dans ma conférence qui est comprendre la résistance maoïste sur la côte est indienne. Mais ça procède du même ordre. C'est-à-dire qu'on va récolter des tonnes de données et puis on va comprendre comment ces groupes maoïstes s'organisent, comment on peut éventuellement les contrer du fait qu'on comprend finement leur organisation. Où on va faire des tonnes de choses. Ces logiciels comme Palantir permettent de traiter des sommes astronomiques d'informations, astronomiques, qui étaient invraisemblables auparavant, non seulement parce qu'on n'en récoltait pas autant, mais parce qu'on n'avait pas la puissance, ni même les méthodologies qui permettaient d'aborder autant d'informations. Ça, c'est l'approche tandem. Palantir étant la Rolls, en tout cas quelque chose de très facile parce que visuellement assez démonstratif avec des cas de figure qui vont traiter aussi bien de qu'est-ce qui s'est passé pendant les émeutes de Londres que qu'est-ce qui s'est passé dans la crise des subprimes, de comment on finance le Hezbollah à qu'est-ce que c'est que la résistance maoïste en Inde. Donc des cas qui sont tellement divers et variés qu'effectivement on peut toucher du doigt le fait d'être capable d'explorer de la donnée ouvre un champ de possibles incroyables à des investigateurs. Mais l'intelligence, elle est encore au niveau des êtres humains. Et puis, on a une approche qui, elle, est strictement de l'ordre de la machine, où là, l'être humain n'a pas à être intelligent, il a à exécuter ce que la machine lui dit de faire.
Typiquement, là, on va être dans le prédictif. On va être dans la machine qui va être capable de prévoir, au même titre qu'elle est capable de prévoir que demain il fera beau ou que demain il va pleuvoir. Elle fait ça parce qu'elle a un réseau de capteurs sur la planète entière qui vont capter une myriade de données, l'hydrométrie, la température, la pression atmosphérique, etc., etc., et qui vont calculer à partir de ces myriades de données, l'appliquer à un modèle prédictif, qui vont dire, ah bah, si c'est comme ça aujourd'hui, sachant que c'était comme ça hier et avant-hier et avant-hier, eh ben demain ça va être comme ça. Et aujourd'hui, la météo, elle est super fiable. Hein. À 24 heures, elle est extrêmement fiable. À 48 heures, elle est toujours extrêmement fiable. On commence à avoir des météos à une semaine qui sont assez fiables, hein, et à 2 semaines qui sont relativement fiables. Et bon, on peut faire la même chose avec les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation aujourd'hui où on met des capteurs partout. Ça s'appelle les vidéos caméras. On capte des informations sur les sociétés humaines. On peut les compléter par d'autres trucs. Hein. Typiquement, je vais les compléter par tes achats au supermarché, par la consommation d'essence que tu fais, parce que je vais choper tes factures que tu vas voir chez Total, par une myriade de choses, les SMS que tu échanges, etc., etc. Je vais agréger toutes ces données, je vais être capable de prédire ce qui va se passer demain. Pas au niveau de toi, hein, soyons clairs, mais au niveau d'un groupe humain, par exemple. On investit énormément d'argent typiquement pour prévoir l'évolution des émeutes. On pourrait être capable de détecter un incident qui va donner lieu à une émeute par rapport à un incident qui ne donnera pas lieu à une émeute. Et ça marche remarquablement bien. On a des premiers résultats qui sont extrêmement prometteurs. Typiquement, depuis maintenant plusieurs années, les patrouilles de police à Los Angeles sont dirigées par des ordinateurs. C'est-à-dire qu'on avait auparavant, on mettait des flics dans des voitures, on les envoyait dans les banlieues de Los Angeles et la voiture était autonome. C'est-à-dire qu'il y avait un flic qui, avec son cerveau, décidait de tourner à droite, à gauche ou d'aller tout droit et de faire acte de présence et éventuellement d'intervenir quand il voyait un crime. Et cet acte de présence était censé faire baisser la délinquance. Et il n'y a aucun doute, ça faisait baisser la délinquance. Hein. C'est clair que tu ne vas pas faire un deal quand tu as une voiture de flic qui passe devant toi ou assassiner quelqu'un quand tu as une voiture de flic qui passe devant toi. Et que si tu t'attends à ce qu'il y en ait une qui va arriver incessamment sous peu, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la délinquance, il n'y a aucun doute. Depuis quelques années, c'est un ordinateur qui dit à la voiture de flic s'il faut aller à droite, à gauche ou tout droit. Et il le fait en fonction d'un modèle prévisionnel de la délinquance. Force est de constater que la délinquance a baissé de 40% suite à ça. Donc il n'y a absolument aucune discussion possible, ça marche. Que ça vous plaise ou pas, ça marche. Et donc, puisque ça marche, ça va être généralisé. Aujourd'hui, c'est appliqué dans plusieurs villes américaines. Il y a des modèles qui se montent sur tout un tas de problématiques, pas que la délinquance. Hein, et demain, ça sera généralisé sur tout et n'importe quoi, parce que, bon, rendre un algorithme plus intelligent que le cerveau d'un flic, apparemment, ça marche très, très efficacement. On n'en est pas du tout au stade où on peut transformer un investigateur financier, typiquement dans la crise des subprimes, par un algorithme. On n'est pas là. Et ça va demander un bout de temps avant qu'on arrive là. Mais remplacer le cerveau d'un flic, ça on sait faire maintenant, c'est bon. Et demain, le modèle de contrôle social se reposera très lourdement sur ce principe de la météo appliquée à la société. Et ça ne s'appliquera pas, encore une fois, qu'à la délinquance. On peut appliquer ça, par exemple, au courant d'idées dans une société, au mouvement d'opinion, est-ce que telle information va se propager dans la société, telle rumeur va se propager, et est-ce qu'on a intérêt à la propager ou pas? Ou est-ce qu'il faut la contrer dès le départ, la tuer dans l'œuf? Ce qui est très facile à faire maintenant qu'on peut censurer, enfin on ne peut pas encore censurer en France de façon si simple, mais on va arriver très très rapidement à une configuration en France où il y aura une haute autorité qui va naître par l'opération du Saint-Esprit et de Fort-Pèlerin, et qui aura autorité pour censurer ce qu'elle veut. Et vraisemblablement comme elle veut, et sans que tu sois au courant vraiment de ce qu'elle censure. C'est vraisemblablement ce qui va se configurer. Et sans l'intervention d'un juge. Parce que l'exécutif ne veut pas être emmerdé par la justice. Hein, c'est emmerdé pour faire la 5e constitution qui justement l'a servi déjà à l'exécutif. C'est pas pour qu'elle prenne plus de pouvoir demain. À partir de là, si tu as une rumeur qui pose problème, paf, tu censures le site, paf, tu censures le deuxième qui le reprend, et tu peux essayer de la contingenter. C'est pas facile, mais tu peux essayer de la contingenter. Ou tu peux tout simplement déconnecter du réseau certains éléments qui font que les gens vont avoir du mal à la transmettre, ou ralentir certains sites. On peut faire plus subtil que la censure, hein, on peut ralentir certains sites. Et c'est comme ça que ça va être essentiellement utilisé pour contrôler la société, contrôler la façon dont l'information circule dans la société, de façon à contrôler l'opinion publique. Puis on a tout un tas d'autres technologies, et là c'est en dehors de, enfin c'est pas dans le même exposé,
qui vont typiquement permettre de simuler une opinion publique, de façon à typiquement entraîner un effet moutonnier. C'est ce dont je parlais sur la Corée tout à l'heure. En Corée, on a eu un petit groupe concernant les services secrets, mais vraiment un petit groupe, hein, une demi-douzaine de personnes, qui ont contrôlé l'émission de 24 millions de tweets qui s'attaquaient aux candidats d'opposition lors des dernières présidentielles. Et ben, ça a eu un impact sur les gens qui ont voté, c'est-à-dire des vrais êtres humains, qui ont vu un tel déferlement de haine contre le candidat d'opposition, qui se sont dit, bah, il n'y a pas de fumée sans feu, il se passe bien un truc. Donc, ça se trouve, ce mec est vraiment un vendu à la solde des Nord-Coréens. Donc, on va voter pour l'autre. Ça, on peut très bien déclencher ce genre de choses en simulant la foule. Et il y a plein de technologies très sophistiquées qui permettent de simuler la foule, et donc d'impacter sur les mouvements d'opinion. Mais il faut bien voir que ces technologies à elles seules, si vous les combinez avec d'autres technologies qui permettent de prévoir par exemple un mouvement d'opinion, vous avez un arsenal technologique absolument redoutable. On n'est pas tout à fait là, mais on se dirige vers ça. On peut par exemple distinguer une rumeur d'une vraie information, si on part du principe que la définition d'une rumeur, c'est qu'elle est fausse. C'est pas ça une rumeur, mais quand une information apparaît, on peut savoir si elle est vraie ou pas à la façon dont elle se propage. Avant même de l'avoir vérifiée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes journalistiques qui est de faire une investigation et de voir si elle est vraie ou pas. Il y a une méthode algorithmique qui consiste à voir la façon dont elle se propage, et à la façon dont elle se propage, on peut savoir si elle est vraie ou pas. Et ça n'est en rien une méthode journalistique. C'est juste la façon dont elle se propage. Il y a une explication très con qui est la fameuse sagesse des foules. L'un des exemples types de la sagesse des foules, c'est l'explosion de la navette Challenger. Fin des années 80, la navette Challenger explose, c'est un drame, mais c'est aussi une catastrophe économique. Au-delà du drame humain qui a été mis en scène, avec, mon Dieu, les pauvres astronautes qui sont morts, tout ça, c'est triste. Il y a des milliards de dollars qui se jouent, et dans le fait que le programme spatial américain va connaître une pause très conséquente, et donc derrière des programmes économiques conséquents qui s'arrêtent net, et dans le fait qu'il y a une demi-douzaine de gros industriels qui sont liés au programme spatial américain, et que là-dedans il y a un coupable. Que sont tous cotés en bourse, et qu'il va falloir sanctionner le coupable, qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une investigation, le coupable va être désigné, et que, évidemment, il va perdre son contrat, et que donc la société va subir des très très gros revers financiers. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde au niveau des marchés, on a eu, au début, tous les cours de bourse des sociétés impliquées dans le programme spatial américain qui ont dévissé, gentiment, hein, de quelques 5-6%, et puis à la fin de la journée, quasiment tous les cours de bourse étaient retombés à peu près à leur équilibre, sauf une entreprise qui avait dévissé de 12%. L'investigation, elle, scientifique, elle a pris 3 mois. Hein. Il a fallu 3 mois pour déterminer qu'en pratique, c'était un morceau de la couche de protection de réentrer dans l'atmosphère qui avait déconné, qui s'était détaché, qui avait heurté un réservoir, qui avait mis le feu aux poudres, pour ainsi dire. Ça a mis 3 mois, et c'est normal. L'investigation scientifique, ça prend pas 12 heures. Et le truc, c'est que, grosso modo, au bout de 3 mois, la conclusion scientifique, c'était que le marché avait raison. Et que le marché avait sanctionné le bon acteur. Et le marché, sans la moindre preuve scientifique, le marché étant des myriades de personnes qui échangent des titres de façon frénétique sur la base d'une espèce de frénésie du marché, surtout que là, il y avait vraiment frénésie, eh ben en 12 heures, il avait trouvé le coupable. C'est ça la sagesse des foules. Et grosso modo, c'est comme ça, avec cette approche-là, qu'on peut déterminer si une information est vraie ou fausse, juste dans la façon dont elle se propage. Et après, on fait l'investigation journalistique, hein, parce qu'on ne va pas non plus se contenter de ça, il ne faut pas déconner. Mais aujourd'hui, tu as une information, la façon dont elle se propage, il faut que tu sais. Si tu as l'algorithme, bien sûr. Ça remet en question, une fois de plus, pas mal de choses dans le journalisme. C'est-à-dire que le fact-checking, typiquement, peut être totalement défoncé par ce genre de techno. Alors pour l'instant, elles ne sont pas accessibles au grand public, elles sont dans des laboratoires, typiquement dans le genre de laboratoire dans lequel moi je bosse, Sciences Po, et elles n'ont pas d'application au grand public. Il y a un programme européen pour travailler sur un système de détection de rumeurs. Le peu que j'en ai lu, et c'est un work in progress, donc je pense que ça va s'améliorer. Mais le peu que j'en ai lu me
fait dire qu'en fait, ils ont une approche qui consiste à avoir des sources sérieuses, des sources pas sérieuses, et à se baser sur le sérieux des sources, ce qui est vraiment une approche idiote, surtout quand on a la qualité des sources actuelles qui font que 20 minutes, on en parlait tout à l'heure, n'est pas foutu de traduire un titre anglais et va propager une information totalement stupide juste parce qu'elle a traduit de façon complètement erronée un titre de la presse anglo-saxonne, qui n'a pas vraiment de source sérieuse. Tous les gens qui regardent les médias aujourd'hui s'aperçoivent qu'en fait, on a quoi comme médias en France sérieux? On a Mediapart et Canard enchaîné, c'est tout. Point barre. C'est tout. Tout le reste, c'est des trucs qui recopient l'AFP, ou qui font des coups médiatiques, ou qui font de l'éditorial, c'est-à-dire du blogging. Donc il n'y a pas vraiment de source sérieuse, et c'est pas une approche vraiment sérieuse pour le coup, en tout cas certainement pas scientifique, pour distinguer les vraies informations du fausses informations. Après on peut aussi se demander si un programme européen destiné à chasser la rumeur a vraiment pour but de distinguer la vraie information de la fausse information. Mais ça serait faire un procès d'intention, on ne va pas faire ça. Mais il y a une réponse scientifique, qui fait l'objet d'ailleurs de pas mal de travaux scientifiques, qui est que on peut, par algorithmie, en regardant la façon dont une information se propage, déterminer si elle est vraie ou fausse. Mais après, scientifiquement, on peut aussi se dire, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Juste, elle a les caractéristiques de diffusion d'une information, on sait qu'à 99,9% elle est vraie. Mais ça ne permet pas de dire qu'elle est vraie. Pour ça, il faut faire une investigation. Malgré tout, c'est quand même un indicateur de corrélation qui est absolument sans appel. La vie privée, c'est du ressort des individus. Ne comptez pas sur l'État pour la protéger, bien au contraire, c'est exactement l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, l'État a voté une loi, la loi de programmation militaire, qui fait que vous n'avez pas le droit à une vie privée. Ça n'existe pas, mais ça n'existe en rien, Donc ça a une myriade de conséquences, notamment sur le champ que ça ouvre. Très concrètement, tant qu'on a parlé de Palantir, de ces méthodes d'investigation, de la façon de faire du prédictif, de l'analyse, du machin, vous n'avez aucune vie privée et tout ce que vous faites qui n'est pas de l'ordre du parfaitement légal est de l'ordre de la tolérance. Donc, si par exemple vous êtes un petit commerçant, vous faites du black, même si vous faites une comptabilité sur papier, vous allez avoir des patterns dans la façon dont vous dépensez votre argent qui vont vous griller. Si vous allez au Monoprix du coin claquer votre black en pensant être totalement à l'abri, sachez que vous avez un téléphone dans la poche qui va très clairement marquer que vous êtes en train de faire vos courses à Monoprix, sans l'ombre d'un doute. Et si vous faites ça de façon répétée sans qu'il y ait la moindre trace de paiement à Monoprix, ça va vous griller. Pour l'instant, on tolère, il n'y a pas de... Si vous êtes une grande entreprise ou une moyenne entreprise et que vous faites de l'optimisation fiscale, vous êtes transparent comme Leclerc. Pour l'instant, on tolère. Mais demain, on pourrait ne plus tolérer tout ça. Ça pourrait tout à fait arriver. Ça dépend concrètement du gouvernement, parce qu'au niveau de l'arsenal juridique, vous êtes déjà en infraction. Qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est très très difficile à anticiper. Là, il y a une semaine, on découvrait par exemple que la NSA avait enregistré tout un tas de webcams du système Yahoo. Et on sait qu'en termes d'usage, ces webcams-là sont essentiellement utilisées pour faire ce qu'on appelle du sexting, c'est-à-dire grosso modo de l'autoproduction pornographique dans des systèmes one-to-one ou one-to-many qui sont une version un peu moderne du striptease qu'on faisait dans l'intimité. Pourquoi est-ce que la NSA enregistre tout ça ? Certainement pas pour traquer des terroristes. On est plus dans quelque chose qui est assez courant finalement dans pas mal de dictatures, qui est potentiellement on a un moyen de faire chanter les gens. Et on parle de la NSA et des services anglais. Donc on peut imaginer que les services français, non seulement y ont accès aussi, mais participent à ce genre de trucs. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'accumuler ce genre de choses ? À quelle fin ? Vous le verrez demain. J'aurais-il que si vous êtes branlé en face de votre petite copine par webcam interposée, sachez que l'État a une copie. C'est pas forcément très grave, mais l'État sait certainement mieux qui vous êtes que votre conjoint. Aujourd'hui, ça on peut le dire. C'est indubitable. Entre votre femme ou votre mec, si vous êtes une femme ou si vous êtes homosexuel, et l'État sait beaucoup beaucoup mieux qui vous êtes que votre conjoint. Ça se trouve, sur certains aspects, l'État sait mieux qui vous êtes que vous-même. Parce que lui, il a des capacités prédictives que vous n'avez pas. Donc à travers votre navigation YouTube, Google, machin, tout ça, il peut repérer des choses dont vous-même, vous n'êtes pas conscient. Aujourd'hui, si vous êtes un fan de Dieudonné, un antifa,
quelqu'un qui manifeste dans le mariage pour tous ou qui fait partie de Notre-Dame-des-Landes, bien que Notre-Dame-des-Landes, il y a Télécomics qui est là-dedans, donc ils savent se protéger. Mais l'État est au courant, vous a déjà classé, vous a déjà affiché. Et le moment venu, selon la personne qui sera à la tête de l'État, ça pourrait avoir des conséquences, plus ou moins lourdes. Dans ce qui se dessine, c'est-à-dire une perte totale de confiance envers les institutions publiques et politiques, et une défiance de plus en plus grande des populations civiles vis-à-vis des gouvernants, et la nécessité de passer à une forme de gouvernance un peu plus dure, parce que le consentement ne peut pas se faire en dessous de certains seuils de confiance, on va nécessairement arriver à un rapport plus dur entre les dominants et les dominés. Et un rapport certainement plus franc. On le disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de politiques qui se foutent de la gueule du monde en disant on est dans une démocratie. Tout le monde aujourd'hui se rabat sur la République. On n'entend plus de politiques qui disent la corruption c'est mal, parce que c'est du foutage de gueule intense. Là, on a encore Jean-François Copé qui prône tous à poil, la transparence pour tous. Il sait très bien ce qu'il fait, Jean-François. Jean-François, il est en train de dire ok, bon, il y a des malversations dans la comptabilité du MP. Ok, on se met tous à poil, on va à rien. Et il sait bien qu'en face, ils ne se mettront pas à poil. Parce que ce que fait Copé à l'UMP, ils le font tous. Et donc, grosso modo, ce que dit Copé, c'est si je coule, vous coulez tous avec moi. C'est ce qu'a dit l'Assemblée nationale il y a moins d'1 an quand ils ont massacré la loi sur la transparence. Ils ont dit exactement la même chose. Non, il n'y aura pas de transparence en France. Et le problème, c'est qu'on arrive sur des problématiques à la Snowden, c'est-à-dire que petit à petit, malgré tout, la transparence, il y a un déterminisme technologique qui fait qu'elle sera imposée. Et donc, on va arriver vers une défiance absolue des populations civiles vis-à-vis des institutions politiques. Et donc, passer à autre chose que la démocratie. De façon claire, nette, sans bavure. Ce jour-là, on a face à nous la pire dictature que l'humanité ait jamais mis en place. On a une absence totale de vie privée et une impossibilité totale de former une forme de résistance en dehors d'une micro-élite qui sont les hackers, qui eux pourront se réapproprier une vie privée. Mais c'est une micro-élite. Et donc on va avoir finalement l'apparition d'une nouvelle forme d'élite, qui seront ces hackers, qui eux auront droit à une vie privée, alors que vous n'y aurez pas droit. Ça ne sera absolument pas accessible à la population générale, quoi que vous puissiez lire comme bon conseil. On peut donner quelques conseils de base, hein, apprendre à chiffrer des emails, apprendre à utiliser des systèmes d'exploitation libres, des logiciels libres, qui sont les seuls dans lesquels il n'y a pas de backdoor. C'est même pas que c'est les seuls à pouvoir offrir une vie privée. Tous les autres sont backdoorés, c'est aussi simple que ça. Angry Birds est backdooré par la NSA. Donc, vous imaginez bien que s'il y a un jeu à la con sur votre iPhone est surveillé par la NSA, évidemment Windows et macOS le sont. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Enfin, c'est prouvé pour ce qui est de Windows. Donc si vous voulez vraiment vous récupérer une vie privée, c'est un long parcours intellectuel pour l'apprendre, c'est un parcours sans fin, il faut en permanence apprendre, et il faut radicalement changer ses habitudes, mais radicalement. Donc c'est pas simple. La réalité, c'est que ça va donner naissance à une micro-élite qui sera capable de faire des investigations sans se faire cramer par l'État. Parce qu'un journaliste de base, l'État surveille en temps réel l'évolution de ses investigations. Et si jamais ils arrivaient à être dangereux, n'inquiétez pas que l'État va intervenir. Pour faire une investigation journalistique sans que l'État soit au courant, ça demande des compétences technologiques poussées, très poussées. Et c'est pour ça, pour rebondir sur l'affaire Bluetooth, qu'on essaye de faire taire ce genre de personnes qui, elles, savent le faire et qui, en plus, pourraient propager ce savoir et contribuent à propager ce savoir.